Info 243 au cœur de l'actualité. J'ai travaillé partant des petites organisations de promotion et de défense des droits humains à la base, jusqu'à aller au niveau des organisations internationales. Et maintenant, je m'occupe beaucoup plus de la recherche, la formation et les plaidoyers. Aujourd'hui, je suis invité dans le débat qui se passe principalement ici à Kinshasa et qui semble être un débat et orienté beaucoup plus par des organisations politiques, mais c'est une matière qui nécessite un peu plus d'éclaircissement. Voilà pourquoi mon organisation et moi-même avions pris le risque de venir devant vous et vous donner notre opinion, espérant que nous allons échanger et de vous, nous allons recevoir contre-propositions. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons vous présenter notre analyse critique sur deux propositions de loi qui sont introduites par l'honorable Ntingi Pouloulou. La première proposition de loi, qui est devenue très célèbre, connue de plusieurs personnes, porte modification sur la loi relative à la nationalité. Et la deuxième proposition porte sur la révision de la Constitution. Pour les chercheurs qui sont dans la salle, j'ai donné des références, des documents. Donc nous allons discuter de la proposition de la loi portant révision de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. Et la deuxième proposition est la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, qu'on appelle la loi Tchani. Alors, le député Ntingi Pouloulou a soumis à la session ordinaire de mars 2023 de notre Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04, comme je venais de dire. Cette première proposition est relative à la nationalité. Le débat a été animé très profondément au niveau national. Vous avez entendu plusieurs points de vue à ce sujet et notre point de vue a été aussi développé depuis un temps. Nous l'avons mis dans un mémorandum que nous avons remis à l'Assemblée nationale et au Sénat. Avec vos questions, nous pouvons aller dans les détails. Mais pour la présentation, je vais revenir un peu en résumé. Et la modification de cette proposition de loi porte sur les articles que j'ai mentionnés là-bas. Il veut modifier les articles 1, 4, 12, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 51, 53 et 52, 53. Ça fait 17 articles dans la loi qu'il voudrait modifier. Mais lorsque nous lisons cette proposition de modification, nous trouvons qu'il n'y a que 4 articles qui nous intéressent beaucoup. Parce que les autres articles semblent porter sur les noms, plutôt les types d'actes légaux qu'il faudrait mentionner dans les textes de loi. Il y a des endroits où il faudrait parler de décret et il propose qu'on puisse parler d'ordonnance. À des endroits où il faut parler d'ordonnance, il propose assez qu'on puisse parler de décret. Donc, ce n'est pas tellement dans le fond.
Ce qui nous a intéressés sont les 4 articles là-bas, 1, 4, 24 et 26 de cette loi dite Tchani. Et il y a aussi des principes de droit qui nous ont beaucoup intéressés. Il y a 2 principes fondamentaux qu'il a énoncés dans le préambule de la loi. Le premier principe, c'est celui-là: loyauté, fidélité à la nation congolaise. Le deuxième principe, on va y revenir. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce principe? On les retrouve dans le préambule et l'article 24. Il dit: pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise, l'exercice de la fonction du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat n'est réservé qu'aux seuls Congolais nés de père et de mère. Et l'alinéa 2e de l'article 24 étend la réserve de l'exercice de ces fonctions aux autres responsabilités que vous voyez, qui sont là énumérées à l'article 24. Ce principe nous a beaucoup intéressés du fait que c'est ça même le fondement du raisonnement de l'initiateur de cette loi qui porte ce nom: loyauté et fidélité. L'autre principe qui nous a aussi intéressés, c'est le principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Irrévocabilité de la nationalité congolaise. Dans le préambule de cette loi dite Tchani, il dit: l'insertion du principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine est parce que nous sommes nés congolais, nous vivons congolais, nous mourrons congolais et nous serons enterrés congolais. Cette philosophie est intéressante parce qu'en des termes clairs, le principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine accorde la possibilité de la garder à vie aux Congolais qui auraient acquis une ou plusieurs autres nationalités étrangères. Et il ajoute, pour renforcer ce principe d'irrévocabilité, au deuxième alinéa du premier article de cette loi dite Tchani, il dit: tout Congolais résidant habituellement à l'étranger qui acquiert une nationalité étrangère ne perd la nationalité congolaise que s'il le déclare expressément. Ça veut dire que si vous êtes à l'étranger, vous parvenez à avoir une deuxième nationalité. Vous ne pouvez perdre la nationalité congolaise que si vous déclarez vous-même. Mais si vous renoncez à ce régime de déclaration expresse et volontaire, vous allez garder votre nationalité congolaise et vous allez acquérir la deuxième ou plusieurs autres nationalités. Lorsque on est scientifique, on lit ces 2 principes de droit, on constate qu'il y a quand même une contradiction. Parce que souvenez-vous, sur le premier principe de fidélité et loyauté, la proposition dit, ou la proposition exige la loyauté à 100% à tout Congolais. Ça veut dire qu'il ne faut pas envier une autre nationalité. C'est comme dans le ménage. Si vous êtes marié, vous avez une femme, elle vous exige fidélité. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir ailleurs. Il ne faut pas chercher une autre femme. C'est ça la fidélité. Mais au deuxième principe aussi d'irrévocabilité, on nous dit: oh, on est né congolais. On vit congolais et on va mourir congolais. Et on ouvre la porte à la possibilité d'avoir une deuxième ou plusieurs autres nationalités.
C'est là que nous disons, non, les deux principes se contredisent. On ne peut pas avoir deux principes dans la même loi. Parce que d'une part, vous exigez aux Congolais d'être loyaux et fidèles uniquement à la nation congolaise. Et vous dites, c'est à ceux-là qui vont exercer des fonctions de président de la République, de Premier ministre, de tout ça, parce qu'ils ont la loyauté à 100%. Les autres ont une loyauté partagée. Ils ne vont pas exercer ces fonctions dites régaliennes. Mais de l'autre, aux mêmes Congolais à qui vous exigez la loyauté, vous accordez la possibilité d'acquérir une deuxième ou plusieurs autres nationalités. Et là, nous disons, non, attention, la loyauté sera partagée à ce moment-là entre la mère patrie et la nouvelle patrie d'acquisition. Parce que nous voyons ce qui arrive, c'est que ceux qui ont de doubles nationalités, ils choisissent là où ils ont beaucoup plus de facilité, c'est là qu'ils amènent leur famille, leurs enfants pour étudier, c'est là qu'ils achètent des maisons, c'est là qu'ils investissent, parce que les banques sont beaucoup plus sécurisantes. C'est là où va leur argent. Leurs intérêts croissent beaucoup plus de ces côtés-là que de ces côtés où il n'y a pas suffisamment de garanties. Nous allons y revenir avec des questions. Alors, les articles 4 et 24 de la proposition de loi Camille, maintenant nous allons dans le fond. Nous avons quitté les principes de droit, maintenant nous analysons les articles. Nous disons que les articles 4 et 24 sont contraires aux articles 10, 12, 13 et 153 de la Constitution. L'article 4 de la proposition de loi dit « Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu la RDC présentement à l'indépendance, bénéficient de l'égalité des droits et de la protection au terme de la présente loi, sous réserve de ce qui est dit sous l'exercice de certaines fonctions. » Lorsque nous regardons cette formulation, nous disons que ça pose problème. Parce que à l'article 10 de la Constitution, on dit la nationalité est une et exclusive, et on demande à ce que, et on dit, et Congolais, c'est là qu'il y a la définition des Congolais d'origine. Et Congolais d'origine, c'est lui qui appartient à un groupe ethnique qui se trouve en RDC à l'indépendance. Dans cette reformulation ici, on enlève l'individu. Vous voyez, on dit tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo ont les mêmes droits. Ici, on parle des groupes ethniques. La formulation de la Constitution rentre au niveau individuel. On dit toute personne qui appartenait au groupe ethnique. Vous voyez la différence? Ici, quand on parle de groupe, et la Constitution parle des personnes, on ne dit plus la même chose. Nous allons y revenir. Et à l'article 24, il dit « Pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation, l'exercice de la fonction du président de la République, du président de l'Assemblée, comme on a dit là devant, n'est réservé qu'aux seuls Congolais nés de père et de mère. » Nous sommes un peu
comme scientifiques, nous sommes gênés par cette façon de voir les choses. Parce que cette proposition de loi propose des choses qui sont contradictoires entre elles-mêmes et elles contredisent la Constitution. En matière de loi, pour ceux qui sont à l'école de droit, qui sont à la faculté de droit, une loi ne peut être votée et adoptée dans un parlement que en fonction de deux conditions. La première condition, la loi doit être exempte de contradictions en elle-même et elle ne doit pas énerver l'ordre juridique existant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi doit être cohérente, elle doit être très claire, elle ne doit pas dire une chose et son contraire, et puis elle doit respecter les autres lois qui existent. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que ce que vous faites comme proposition de loi doit se conformer à la Constitution en vigueur dans le pays. Je voudrais, si dans la salle il y a des étudiants, qu'ils puissent souligner un mot. En vigueur dans le pays. En vigueur. Ça veut dire c'est qu'il y a force de loi. Parce que lorsque nous sommes en train de suivre les débats à la radio, à la télévision, on nous réfère à des constitutions passées, on nous réfère à des constitutions d'autres pays. Vous entendez souvent les gens crier et dire non, ça se passe en Tunisie. En Tunisie, c'est comme ça. Ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est comme ça. Oui, très bien. Ça, ce sont les discussions en dehors de la faculté. Lorsque vous êtes à l'école de droit, ou bien lorsque vous voulez faire une proposition de loi, il faudrait chercher ce qu'on appelle constitution en vigueur. L'unique constitution qui fait force de loi. C'est ce que tout le monde doit respecter. On ne va pas chercher autre chose. Si vous n'avez pas une constitution dans le pays, vous n'avez pas encore un pays. Afin que le débat sur la loi avance et que cette loi puisse être acceptée, l'honorable Tingi Pouloulou a amené une proposition de révision de la Constitution. C'est à cette même session de mars qui est en cours. Il amène une proposition de révision de la Constitution. Mais il veut qu'on puisse réviser 3 articles. L'article 10, l'article 72 et l'article 111. Souvenez-vous, l'article 110, c'est l'article qui parle de définition de la nationalité congolaise d'origine et des mécanismes d'acquisition de la nationalité. C'est ce qu'il voudrait qu'on puisse modifier. Et l'article 72 parle des conditions des candidatures à la présidence de la République. Et l'article 111 parle des conditions pour devenir président à l'Assemblée nationale et au Sénat. En résumé, qu'est-ce qu'ils disent dans leur proposition de révision de la Constitution? Donc, ils veulent enlever le caractère exclusif de la nationalité congolaise d'origine. Tout tourne autour de la nationalité congolaise d'origine. La Constitution dit la nationalité congolaise est une et exclusive. La proposition de loi qu'on nous amène veut enlever ce caractère exclusif pour introduire un autre principe de droit qui est basé sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Ça veut dire,
qu'on ouvre la porte à la possibilité d'avoir une deuxième ou plusieurs autres nationalités. Et il ajoute à l'article 72 un 5e critère de candidature à la présidence de la République: être né de 2 parents congolais. C'est la même modification qu'il voudrait qu'on puisse apporter à l'article 111 pour les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous nous disons, s'ils veulent procéder à la modification de la Constitution, ils vont se buter à une série de difficultés. Parce que la Constitution elle-même organise sa propre révision aux articles 218, 219 et 220. Et cette procédure est très rigoureuse pour éviter des révisions intempestives. Le législateur tire son expérience de la Deuxième République. Vous savez, le maréchal obtenait tout ce qu'il voulait. Donc ce n'est pas opportun de revoir. Elle n'est pas nécessaire pour le moment et elle n'est pas urgente. Alors, je sais que dans la salle, il y a des étudiants, il y a des juristes. Je vais rester... Ma première préoccupation, c'est au niveau de votre approche. Vous avez été essentiellement dans une approche juridique, alors que cette question va au-delà du droit. Ça aurait été intéressant aussi que vous puissiez toucher les éléments à la fois sociologiques et même historiques de notre pays, parce que la notion de fidélité, le principe de fidélité et de loyauté ne sont pas qu'à trouver dans le droit, mais également dans notre histoire et notre sociologie. Est-ce que ces principes ne trouvent pas leur enracinement plus dans notre histoire, dans notre passé, ainsi que dans notre constitution sociologique? Ça serait beaucoup plus intéressant que vous reveniez là-dessus, sans que vous puissiez vous arc-bouter sur les éléments essentiellement juridiques. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau de contraintes, en fait. Et je crois que non, c'est une préoccupation qui peut également relever une proposition pour le référendum. Ça, c'est une question qui vous est particulièrement personnellement proposée. Qu'est-ce que l'URDH, l'Institut de recherche en droits humains, l'institut que vous présidez, pense par exemple du référendum d'initiative citoyenne en matière de nationalité? Est-ce que ça ne serait pas finalement le chemin alternatif possible par rapport à une proposition, un projet de loi qui émanerait du gouvernement ou de l'Assemblée? Merci. Merci. C'est basé sur les analyses, chercher à savoir qui sont pour et qui sont contre cette loi, et chaque personne puisse donner ses arguments. Mais personnellement, je vois déjà que vous avez déjà donné votre position. Alors comment est-ce que l'on peut vous convaincre au moment où vous avez déjà donné la position que vous êtes contre la loi? Et la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que dans quel contexte la Constitution de 2006 a été conçue? Il aurait fallu commencer par là et savoir maintenant aujourd'hui, s'il faut que l'on modifie la loi, nous sommes dans quel contexte? Est-ce que la population accepte cela ou elle n'accepte pas ça? Je crois que je me limite par là. Je suis vraiment intéressé de ce débat parce qu'il y a plusieurs points que d'ailleurs j'avais sollicité s'il faut être même intervenant par rapport à ça. Alors, monsieur le professeur, j'aimerais qu'on puisse faire un exercice en essayant de comparer l'article 10 de la Constitution tel qu'évoqué par vous et l'article 72. Lorsque vous lisez l'article 10 de la Constitution, on nous dit tout Congolais, en fait, on évoque l'irrévocable, en fait, l'exclusivité de la nationalité congolaise. La nationalité congolaise, elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité. Alors, c'est pour dire, selon ma compréhension, que l'article 10 de la Constitution, lorsque j'ai lu cette disposition, je vois que tous les Congolais sont égaux. En fait, il n'y a pas un Congolais supérieur à l'autre Congolais, quel que soit le mode d'acquisition de la nationalité congolaise, d'origine ou d'acquisition, bien entendu.
Alors, lorsqu'on avance, on arrive à l'article 72 de la Constitution, je me rends compte qu'il y a une discrimination totale. Pourquoi? Lorsque vous lisez cet article, on dit, pour être candidat président de la République, il faudra avoir la nationalité congolaise d'origine. Alors que l'article 10 de la Constitution dit clairement que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité. Quel que soit celui qui est congolais d'origine, selon l'article 10, ou soit celui qui est congolais par acquisition, nous tous on est congolais. Alors que pourquoi l'article 72, voilà là où ma question intervient, pourquoi l'article 72 de la Constitution, ou soit pourquoi les constituants de 2006 avaient voulu à ce que seuls les Congolais d'origine puissent devenir ou soit puissent postuler comme candidat président de la République. N'est-ce pas une discrimination? Une deuxième question par rapport à ce que vous venez de dire. Là, ici, on pensait peut-être que le maître devrait aborder cette question de façon transversale, mais malheureusement pour nous, il a juste abordé la question dans le sens, dans les domaines juridiques. Et selon moi, je ne sais pas, permettez que je puisse le dire, ça donne l'impression que quelqu'un est en train de justifier une certaine position de quelqu'un qui l'a posé la question. Monsieur, ce n'est pas de cette manière qui faisait déjà presque allusion à la congolité, ce qui n'est pas d'abord le cas. Je lisais surtout des petites séquences sur les réseaux sociaux, mais j'avais fait quand même l'effort de rencontrer M. Noël Djani pour essayer un peu de l'écouter. Et puis, j'avais causé avec lui énormément sur la question. Après notre débat, M. Djani nous a expliqué le contenu, même l'historique de cette proposition de loi. Alors, M. Kiswaka, la Constitution nous laissée par le président Mobutu, qui a été modifiée à San City par les belligérants afin de s'introduire dans la course présidentielle. Nous connaissons bien qui sont ces personnes-là. Il y avait Azaria Souberois, il y avait le professeur Bob Kabamba et les autres. Bob Kabamba qui représentait notamment la communauté internationale qu'il avait envoyée depuis la Belgique. Nous voyons que dans cette constitution, notamment la proposition de loi Djani existait à l'intérieur. Parce qu'il stipulait, bon, peut-être j'ai effectivement oublié la syntaxe. L'article ou bien comment? Oui, non, je suis en train, bon, je ne suis pas juriste, mais je suis en train de vous donner l'idée que j'ai sur ça. Voilà. Et c'est pourquoi je disais que j'ai oublié la syntaxe. Mais dans cette constitution, il disait, ne peut être président et candidat président de la République que les Congolais nés de père et de mère. Alors, ceci a été modifié par les belligérants, comme je le disais. De telles lois existent partout au monde. Ce ne sont pas des lois qui sont racistes, ni moins encore tribales. Cette loi reste impersonnelle, bien que le contexte a voulu le personnaliser en prenant un individu au détriment de toute une nation. Alors, vous avez fait une analyse purement juridique. Je voudrais ici, au regard de ce que je venais de dire, que vous puissiez me faire une analyse historique et sociologique. Parce que l'histoire nous renseigne bien comment ceux qui ont écrit notre constitution ont eu à s'introduire à l'intérieur. C'est juste pour se créer aussi les chemins à y accéder. Voilà, je pense que j'ai fini. Je prends la parole devant vous en voulant vous dire que je veux parler des choses que je connais et les choses que je connais bien pour éviter de parler des choses que je ne connais pas. Dans ma présentation, j'ai dit je suis praticien de droit. Je suis licencié en droit de la faculté de l'université de Lubumbashi. J'ai un diplôme en sciences des droits de l'homme de l'université de Genève. J'ai un diplôme de droit international des droits de l'homme
de Columbia University de New York et j'ai une maîtrise de droit international des Wits à Johannesburg. Les matières que je maîtrise, ce sont les matières de droit. Et pourquoi j'en parle? Parce que justement, quand j'entends les sociologues et les gens d'autres domaines parler de droit, ils semblent se perdre. Et c'est pourquoi je voudrais limiter ma réflexion sur les choses que je maîtrise le mieux. Ceci dit, je vais commencer peut-être par la dernière question qui m'a semblé la plus difficile et essayer de la rencontrer. Monsieur Chikangu, il a fait une remarque que j'apprécie. Il dit, nous ne devrions pas d'entrée de jeu parler de la congolité parce qu'il n'en est pas question. C'est vrai, nous ne voulons pas parler de la congolité. Nous avons parlé de 2 propositions de loi présentées par Ntingi Pouloulou, l'une portant sur la nationalité et l'autre, c'est une loi constitutionnelle voulant réviser la Constitution de la République. Alors, M. Chikangu dit, cette proposition de gérer les hautes fonctions de la République était dans la Constitution du Zaïre. Et vous aurez constaté avec moi qu'il l'a dit de manière aussi aisée qu'il pouvait, sans donner de référence. Il n'a pas donné quel article qui a dit ça. J'ai une étude de toutes les constitutions que ce pays ait connues. Depuis 1908 jusqu'à aujourd'hui à 2018. La constitution de la République du Zaïre est analysée là-dedans. Mais quand il parle, j'avais entendu quelqu'un d'autre aussi dire à l'article 7 de la constitution du Zaïre, on donnait des conditions d'éligibilité au sommet de l'État, être né de père et de mère. Dans la constitution du Zaïre que moi j'ai lue, il n'est pas dit ça. L'article 7 parle de l'hymne national. Et nulle part dans la constitution du Zaïre, on nous parle de ces conditions de né de père et de mère. Vous voyez pourquoi, quand j'essaie de parler comme juriste, j'essaie de garder la rigueur de droit. Le juriste, quand il vous parle, il donne les documents de référence. Il ne parle pas en l'air. C'est pour éviter que la discussion des questions de droit, les règles qui gèrent la société, ne soient discutées comme si c'était au marché. Il faudrait être rigoureux dans l'analyse des questions de droit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut discuter des questions de loi, même celui qui ne sait pas c'est quoi une loi. C'est là le grand drame. Si nous nous sommes invités dans ce débat, c'est pour essayer un peu de recadrer. Et je prends maintenant la deuxième dimension de votre question, parce que c'est la même question que M. Bouka aussi a essayé de prendre. Pourquoi je n'analyse pas la même question de manière historique, sociologique et politique? Mais je vous ai dit dès le départ que moi je suis juriste. Dès que j'entre dans les considérations sociologiques, il faudrait qu'il y ait un sociologue pour vous expliquer ça. Une approche historique, mais c'est toute une science. Pourquoi nous nous embrouillons ici dans ce pays? C'est parce que tout le monde veut parler de tout et à tout moment, et surtout de ce qu'il ne sait pas. Ici, comme juriste, nous nous sommes invités dans ce débat pour recadrer les choses. On est allé dans tous les sens. Et vous avez même compris que quand M. Chikangu posait la question, il disait que ça existe partout au monde. Pourquoi ça vous fait mal? Il y a quelqu'un d'autre qui m'avait même appelé au téléphone, il dit, toi ça te fait quoi pour que le Congo soit dirigé par un des pères et des mères? Pourquoi
pourquoi toi tu t'acharnes? Je dis, mais non, je ne m'acharne pas. Ça existe partout au monde, oui, mais au Congo, ce n'est pas partout au monde. J'ai dit dès le départ qu'il y a un mot qu'il faudrait souligner, en vigueur. La Constitution en vigueur. La Constitution ayant cours dans le pays. Si tout le débat est en dehors de la Constitution, alors il n'a pas de sens. Il faudrait recentrer le débat pour qu'on puisse respecter la Constitution. L'historique de la Constitution de 2006 qui a été rédigée par les belligérants. Vous avez en partie raison. Il faut maintenant à rentrer lire l'exposé de motifs de cette Constitution. Quand vous rentrez lire l'exposé des motifs, le constituant congolais veut ramener la paix. Le Congolais veut ramener la paix et c'est comme ça que ces gens-là qui avaient fait la guerre, qui s'étaient retrouvés en train de discuter et ils ont participé à la rédaction de la Constitution de 2006. Mais il ne faut pas négliger les juristes qui étaient là, comme les membres de partis qui a toujours pignon sur rue ici en RDC. L'UDP s'était très représenté au sommet là-bas. Ils ont beaucoup influencé la rédaction de la Constitution. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et quand vous lisez la Constitution telle que nous l'avons aujourd'hui, vous verrez que ce n'était pas seulement... il y a quelqu'un qui a une question? Je disais que si vous lisez ce qui est dans la Constitution, vous verrez qu'il n'y avait pas que des groupes armés. Il y avait des partis politiques non armés, il y avait la société civile, il y avait des confessions religieuses, et toutes ces personnes-là n'étaient pas allées se faire des leçons par des belligérants. Et d'ailleurs, vous savez que les Congolais étaient très stricts dans la rédaction de ces textes parce qu'ils savaient que le pays était agressé par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, et ils avaient conscience qu'il fallait absolument une protection. Et je vais en passant vous présenter un livre que je vais beaucoup vous recommander parce que nous parlons de l'infiltration. Ça, c'est un livre qui vient de sortir. Ici, il est écrit par un Camerounais, Charles Onana, Holocauste au Congo. Si vous lisez le livre sur le Congo, vous allez comprendre le degré de complicité qu'il y avait des puissances internationales pour faire la guerre en RDC. Ce n'était pas une guerre qui avait commencé en 1997. C'est une guerre qui a été préparée et financée par la communauté internationale jusqu'à nous mettre par terre. Même aujourd'hui, la guerre qu'on nous mène au Congo, ce n'est pas une guerre de ce petit Rwanda là-bas qu'il peut financer la guerre qu'il est en train de nous mener jusqu'à aujourd'hui. Ah mais non, il faudrait vraiment se documenter. Et les questions de Bouka. Pourquoi la question, c'est l'article 10 et 72, on dit pourquoi les Congolais d'origine seulement et on exclut les Congolais par acquisition. C'est une question très importante. Parce que les constituants congolais avaient voulu sciemment à ce que les Congolais d'origine gèrent la République. Et Congolais d'origine, c'est qui? À l'article 10, il est clairement dit, et Congolais d'origine, toute personne qui appartient au groupe ethnique qui faisait la RDC en 1960. Toute personne. Alors, comment est-ce qu'on devient Congolais d'origine? Comment est-ce qu'on appartient au groupe ethnique? Mais l'article 153 de la même Constitution nous répond, suivant nos coutumes. Parce que dans nos coutumes, pour appartenir à un groupe ethnique, on est soit du groupe du système
patriarcal, soit du système matriarcal. C'est ainsi que on ne sait pas être d'un seul côté pour dire tous les Congolais doivent être du système patriarcal ou tous doivent être du système matriarcal. Et le législateur s'est limité à dire Congolais d'origine. C'est suivant les coutumes, parce que vous vous souviendrez que le mariage se fait selon les coutumes. Et les enfants qui naissent de ces mariages sont reconnus selon les coutumes. Les noms qu'on donne, c'est toujours ces noms selon les coutumes. C'est comme ça qu'on appartient à des groupes ethniques. Si aujourd'hui, les gens qui font la guerre à l'Est là-bas ont une difficulté à se retrouver au Congo, pourquoi? C'est parce qu'on leur pose une question très simple. Vous êtes de quel groupe ethnique et où est votre terre? Parce qu'en RDC, il faut appartenir à un groupe ethnique et chaque groupe ethnique a une portion de terre. Donc ici, ce n'est pas de la discrimination contre les étrangers, mais c'est constaté. Et vous verrez que le législateur a même des mots qu'il a choisis. La nationalité congolaise d'origine est constatée. Par contre, la nationalité congolaise d'acquisition, c'est après des exigences administratives. Donc, si vous êtes étranger, vous venez au Congo, vous devez vous limiter dans la gestion des droits civils et politiques selon même. C'est un fait social. Vous avez raconté ce que vous avez vécu de réel. Ce n'est pas dans l'histoire de Tintin. C'est vous-même. Vous êtes belge. Vous avez été en Belgique. Vous avez fait l'expérience. Vous avez donné l'exemple d'un autre ami à vous, en Hollande. Il a vécu. Il a vu. Il en a fait les frais. Effectivement, vous avez raison. Et je suis content qu'on vous ait même applaudi. Et maintenant, ce sont des faits comme ça que nous, les juristes, nous sommes appelés à organiser. La Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 21. Tout le monde a droit d'accès aux fonctions publiques de son pays, mais il faudrait avoir sa nationalité d'origine de son pays. Ce qui est prévu dans la loi sur la nationalité, les limites contre les étrangers, on veut les transposer sur les Congolais qui ont un parent congolais et un parent étranger. Non, la Constitution reconnaît la nationalité d'origine aux Congolais qui ont deux parents congolais et aux Congolais qui ont un des parents congolais suivant les coutumes. C'est seulement les étrangers qui ont acquis la nationalité congolaise qui ont des limites dans l'exercice de leurs droits politiques. Et la Constitution parle de l'état de siège. Est-ce que l'état de siège partiel peut nous empêcher de gérer le pays normalement et même organiser un référendum? Je dis oui, mais l'Assemblée qui vote cet état de siège est ici à Kinshasa. C'est cette Assemblée-là. Il prend des décisions nationales. S'il décrète l'état de siège, ou proroge l'état de siège, c'est sur la République. Alors comment peut-on laisser une partie de la République entre les mains des terroristes et dire que non, bon écoutez, ça concerne les autres là-bas, c'est Ituri et Kivu, ici nous pouvons continuer la vie. Ah mais non, on vous dit qu'il y a des terroristes qui ont déjà pris une partie de la République. Si vous voulez qu'on puisse procéder à des modifications de la Constitution, il faut être conséquent avec la situation actuelle dans laquelle nous sommes en train de vivre. Donc, pour notre part, il sera difficile qu'on puisse abandonner une partie de la République entre les mains des belligérants et oublier l'exposé des motifs de la loi qui a établi l'état de siège dans le pays. J'en reviens à la question de Mwanza. Et comment nous pouvons, les droits de l'homme, pouvaient intervenir et accepter cette situation. Cette situation était compatible aux droits de l'homme ou il n'était pas compatible. Et je voulais dire encore quelque chose.
moi qui est à l'extérieur, je suis belge, mais congolais. Je connais l'importance de la nationalité. Quand vous défendez la nationalité, vous ne sentez pas, vous ne savez pas peut-être son importance. Et quand nous sommes en Belgique, on nous pose la question de savoir de quelle nationalité êtes-vous. Nous disons que nous sommes belges. Un Belge reprend encore la question de non, la nationalité d'origine. D'où tu viens? Ça veut dire, on te pose la deuxième question. Mais dans cette deuxième question, je sais que je n'ai plus d'autre nationalité que la nationalité belge. Mais on veut que je puisse dire quelle est la nationalité d'origine. À ce moment-là, je reprends, je dis, je suis congolais. Mais si je reviens au Congo, on me dit, tu dois payer les visas pour que tu entres. Mais de l'autre côté, on me dit, tu es congolais. Vous comprenez ce contraste social? Je ne sais pas. Merci. Voilà. Quand vous condamnez, laissez-nous aller. On est plus nombreux. On a le temps. Laissez-nous dire des choses. Parce que monsieur le professeur a évoqué l'irrévocabilité. Il parle de l'irrévocabilité que Noël Tchani a invité dans sa révision. Et nous montrons d'une manière pratique, que la nationalité congolaise ne peut jamais être ôtée à quelqu'un qui était né au Congo. Un homme, je vais vous donner l'exemple d'un ami. Il était hollandais. C'était un juriste comme vous. Il est revenu au pays. Il a senti qu'il ne veut pas travailler au pays avec la nationalité hollandaise. Il est allé à l'ambassade, il a remis sa nationalité. Et ça ne lui a pas coûté de l'or pour qu'il redevienne congolais. Et dites-nous, quelqu'un qui avait déjà abandonné sa nationalité et il revient pour la reprendre. Dans quelles conditions on lui donne cette nationalité? N'est-ce pas? Parce qu'il est congolais d'origine. Ça veut dire que c'est une nationalité qui est collée sur le pot, que personne ne peut te l'enlever. Ça veut dire que même si tu mourais, tu es toujours congolais. J'ai dit un jour à un Belge, je voudrais être roi de la Belgique. Il m'a dit ceci, tu ne peux pas le devenir. Je dis pourquoi? Alors dit, moi je peux le devenir. Parce que lui, je dis parce que je suis belge comme toi, mais pas toi. Ce n'est pas du juridisme là, mais c'est une réalité concrète, sociale. Il me dit, il n'y a que moi qui peux devenir, parce que lui il est belge d'origine, lui il peut devenir roi de la Belgique. Mais moi je ne peux pas le devenir. Je vous donne un exemple. Parce que j'ai senti quand le pape... Laissez-moi mon frère. Vous avez pris 3 minutes pour une question. Posez la question. Même dans la salle, nous allons louer pour un temps. Vous comprenez? Partage. Mais il s'est passé un problème. Parce que vous parlez du droit de l'homme. Quand vous touchez le droit de l'homme, c'est comme si les Occidentaux, c'est eux qui gèrent le droit de l'homme. Le ministre, une Congolaise, était ministre en Italie. Cette femme a été discriminée d'une manière extraordinaire. Nous n'avons pas vu ni le pape intervenir, ni le gouvernement italien. Même pas les papes. Et même vous de l'Organisation des droits humains, vous n'avez pas intervenu pour dire qu'il y a un cas dangereux, une personne est en train d'être discriminée, il faut que nous puissions le porter en aide. Dites-nous, vous, un homme de droits de l'homme, comment vous n'avez pas pu intervenir pour cette femme-là? Merci. Parce que la Constitution dit « est congolais d'origine ». La personne qui appartient à un groupe ethnique qui était au Congo en 1960. Alors ici, je voudrais attirer votre attention. Comment est-ce que vous devenez les membres de vos groupes ethniques? C'est là qu'il faudrait voir. C'est ce que le Constituant voulait. Regardez un peu comment vous êtes devenu le membre de vos groupes ethniques.
C'est de par la coutume. Si c'est le papa qui déclare, oui, papa déclare. Si c'est la maman qui déclare l'enfant, oui, la maman a déclaré l'enfant. C'est comme ça que nous sommes allés au-delà de la Constitution, dans le code de la famille qui réglemente le mariage et la filiation. On pose les mêmes questions. Pour le mariage, est-ce que Bapesi Mbongo Libala? Bapesi. Bapesi Bilamba Sokinini? Bapesi. Et le jour que l'enfant naît, on demande de déclarer l'enfant. L'enfant appartient à qui? Non. Vous savez, même aujourd'hui à l'enrôlement, vous vous êtes souvenu, non? On demande quelles sont vos origines à l'enrôlement là-bas. C'est parce qu'on veut savoir, vous êtes attaché à quel groupe ethnique. Et selon les coutumes de votre groupe ethnique, on vous reconnaît comme Congolais d'origine. C'est ça la différence avec la nationalité congolaise d'acquisition. Et ici, cet enfant-là qui est né avec la femme angolaise là-bas, quand vous étiez à l'exploitation des diamants là-bas, si vous rentrez avec cet enfant-là dans votre village, est-ce qu'on va l'accepter ou pas? L'enfant que vous avez eu là, en Angola, quand vous rentrez avec, vous arrivez chez vous arrivez chez votre maman et votre papa, vous dites, papa, voici l'enfant que j'ai eu quand j'étais en Angola. Comment va réagir votre papa? Il va dire, non, pars avec cet enfant, rentre avec en Angola. Comment? Non. Non. Il va dire, ah ok, tu as eu un enfant, n'est-ce pas? Et il va même te donner le nom. Voilà, cet enfant, vous l'appellerez désormais comme ça. Et le nom viendra du patrimoine culturel de votre village. C'est de là que le législateur a tiré la notion de nationalité d'origine. Comment est-ce que ça se règle dans vos groupes ethniques? Quand vous lisez la Constitution, on dit, si vous appartenez à un groupe ethnique, et ce groupe ethnique devrait être en RDC en 1960. Mais si vous lisez la loi de 1964, la loi de 1964 qu'on appelle la loi de Lulabour, j'ai quelques copies ici. Cette loi, elle disait qu'il fallait être dans un groupe ethnique qui était sur le Congo en 1908. 1908, eux rentraient beaucoup plus loin dans l'histoire. Et en 1964, on a dit non, c'est maintenant que nous avons la nationalité congolaise, nous sommes devenus des Congolais. Tous ceux qui étaient au Congo en 1960 deviennent des Congolais. En 1964, et en 1964, il n'y avait pas des groupes armés. Ceux qui avaient fait la constitution de 1964 n'étaient pas influencés par Sun City. Le débat a juste relayé, parce que je vous ai dit que il y a ici l'étude de toutes les constitutions depuis 1908 jusque maintenant. On puisse faire des études ethnographiques, ethnologiques, pour savoir que ceux qui appartiennent à ces groupes ici sont des Congolais, à l'état indépendant du Congo. C'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que mon ami Léon, même quand il est allé en Belgique, on lui a demandé, vous êtes de quel groupe ethnique? À ce juridisme ici, c'est parce que le débat... Le président, le vice-président et quelqu'un d'autre, ils sont au nombre de 3. On va accorder 3 minutes au président de cette corporation et après qu'il ait terminé, en sortant de la salle, il y a un petit rafraîchissement qui est prévu à l'extérieur de la salle. Il y a de sucré, des gâteaux. Entre-temps, la presse va profiter pour faire les interviews. Et c'est comme ça que nous allons nous séparer avant de rafraîchissement. Après qu'on va chanter l'hymne national, notre activité va prendre fin. S'il y a des questions, des suggestions, vous allez voir Maître Hubert Kiswaka en aparté dans le couloir. Donc vous allez poser vos questions. Merci. On invite le président des Métis congolais de prendre la parole. Est-ce que je peux vous dire un mot? J'ai beaucoup, s'il vous plaît, j'ai beaucoup d'admiration pour vous
Mais comme vous pouvez voir, je suis chauve avec des cheveux blancs, donc je sais voir ce qui se passe dans la salle. Les gens qui sont assis les gens qui sont assis d'un côté et de l'autre, ils ont des avis divergents. Mais maintenant, il faudrait qu'on puisse tolérer. Les amis, tolérance. S'il vous plaît. Depuis un certain... Info 243 au cœur de l'actualité.